La Radio ESS 137. Le monde selon Soulanges. Re-bienvenue à une émission de Radio ESS 137. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Coulombe, Elina Reed, puis moi, Émilie Caron. Mais là, aujourd'hui, les filles, je savais pas trop de quoi qu'on pouvait parler. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient en tête vite de même? Ben, il y a l'immigration qui est très présente dans l'actualité ces temps-ci. On pourra en parler? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Puis on est full informés sur ça en plus, là. C'est tellement... Puis c'est tellement un sujet qui amène des débats aussi, autant à travers la population qu'à travers les dirigeants des pays. Puis, veut pas, c'est un sujet qui est mondial. C'est sûr, je suis sûre qu'on a plein de choses à dire sur ça, c'est vrai. Mm-hmm. Oh. Mais je sais pas trop où commencer, là, mettons, là, par contre. On pourrait commencer par parler des réfugiés. Mais c'est quoi au juste un réfugié? Ah, ben c'est une personne, dans le fond, qui va faire le choix de quitter son pays pour des raisons de sécurité. Souvent, c'est un dernier recours, par exemple. Là, c'est un processus difficile, complexe, puis dangereux. Mais comment, c'est quoi les raisons de sécurité? C'est quoi qui est mis en danger, là? Ben souvent, il y a des personnes qui peuvent être victimes de discrimination, de persécution. Là. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. Là. Ça peut être pris dans des guerres, discriminé en cause de sa religion, son ethnie, des idées politiques qui sont pas acceptées dans son pays. OK, ouais. Ça, dans le fond, c'est un réfugié politique. Ah, parce qu'il y a plusieurs types de réfugiés? Ah, ben oui, il y en a des climatiques aussi. Ça, c'est ceux qui sont victimes de catastrophes comme des tsunamis, des tornades, des séismes. Ces personnes-là, ben, ils ont besoin de se trouver une autre place où vivre parce qu'ils ont souvent tout perdu. Mais avec ce que tu me décris là, les catastrophes naturelles, ça augmente dernièrement. Les guerres aussi, on fait comme s'il n'y en avait plus, mais ça augmente. Donc, les réfugiés doivent augmenter. Je dis ça comme ça, c'est une question. Hein, mais... Oui, mais ça doit être vraiment difficile aussi. En tant que réfugié, il y en a de plus en plus là, qui laissent tout derrière eux, qui... Puis, veux pas, tu fais la compétition aux autres. Là. C'est qui est-ce qui va être admis dans le nouveau pays? C'est pas juste ça qui est difficile. Ils se lancent dans l'inconnu, ils connaissent rien de ce pays-là. Parfois, là, ils connaissent peut-être même pas la langue, la culture. Il y a aussi le traitement des demandes d'immigration. Des fois, là, ça peut être vraiment long. Fait que quand ils doivent quitter d'urgence, il y en a qui peuvent décider de partir clandestinement ou illégalement. C'est vrai, puis ils ont même pas le choix, là. C'est comme une obligation, là. C'est pour leur survie. Wow. Mais il y en a aussi qui ont des enfants, là. Imagines-tu être un parent puis t'es obligé de quitter tout ce que tu connais, amener ton enfant là-dedans, puis ton enfant, il doit tellement être terrorisé, ça doit être vraiment difficile. Je me demande vraiment comment est-ce que ces gens-là, ils font... Mais c'est justement, des fois, il faut qu'ils sortent de là à l'instant même, là. Mais ben, comme quand t'as des bombes qui ouais, pleuvent sa tête, c'est sûr que... Ouais, mais le traitement, justement, comme elle disait, le traitement des demandes, des fois, c'est long. Il doit y avoir une autre manière, comme Ben oui, ceux qui peuvent pas... ceux qui n'ont pas les bons critères d'immigration, ou bien que c'est trop long avant que la demande soit traitée, qui n'ont pas de visa, pas de papier... Ben ils peuvent faire le choix d'utiliser le système de passeurs, des gens qui vont amener les immigrants jusqu'à un autre point pour les rapprocher de plus en plus du pays. Puis les passeurs se succèdent comme ça, jusqu'aux frontières. OK, donc c'est des gens un peu... ça peut être n'importe qui, dans le fond, qui peut t'aider à passer d'une place à l'autre pour te rendre dans un pays. Est-ce qu'ils font ça gratuitement, comme par charité, ou c'est vraiment... Ça serait vraiment gentil. Non, c'est coûteux. C'est vraiment coûteux. Puis c'est cher à chaque fois pour les immigrants. Ils n'envoient pas juste un pour leur voyage. OK, fait qu'à chaque passeur, dans le fond, ça va coûter de l'argent à la famille ou à la personne qui veut Donc, par exemple, il faut que tu utilises, par exemple, mettons, trois passeurs qui se succèdent, comme tu l'as dit tantôt, c'est 3 fois le coût qu'ils te demandent de payer. Exactement. Puis des fois, ils peuvent faire payer aussi les gens, puis en échange, ils peuvent leur trouver des papiers, des passeports, même pour qu'ils puissent prendre l'avion, des fois. Okay, mais ça, c'est des papiers illégaux. Ouais. Ces gens-là, d'après moi, c'est pas toutes des bonnes personnes. Tu sais, ça peut être n'importe qui, là. Fait que, là, je pense que je suis une bonne personne, là, mais je pourrais me passer comme si j'étais un passeur, mais si j'ai pas les bonnes intentions, là, ça peut devenir dangereux, ça. Oui, vraiment. En plus, les conditions de vie sont négligées, ils ont pas d'hygiène, ils voyagent amassés tous collés les uns contre les autres en bateau ou dans des camions. Ben justement, j'avais entendu l'histoire d'un camion réfrigéré. Il y avait plein d'immigrants à l'intérieur, puis c'était des conditions inimaginables. Ouais, puis j'en avais entendu parler, puis justement, il était resté tellement longtemps qu'il était mort, là, ouais. Ouais.
Ouais. Et puis c'est vrai, c'est long, là. Ça doit être long, là, tout ce processus-là, là. Ouais. Tout dépend. Ils les interceptent, dans le fond. Dans quel pays tu vas, c'est sûr, là, mais tu sais, il faut que tu te caches, il faut toujours que tu vives dans la crainte, de la peur d'avoir... Oh my God. Oui, et puis en plus, ça peut arriver qu'ils soient interceptés par l'Union européenne, la Libye ou les autorités, là, puis qu'ils soient renvoyés dans leur pays ou ailleurs. Fait que s'ils sont renvoyés chez eux, ils ont déjà payé beaucoup d'argent, ils se retrouvent encore plus dans la misère parce qu'ils n'ont plus d'argent. Puis eux, dans le fond, parce qu'ils veulent pas dans leur pays, ils veulent pas d'immigrants illégaux. Il y a ça, ou bien des fois, ils peuvent se faire impliquer dans des réseaux d'esclavage ou de trafic humain. Oh mon Dieu, OK. Ah, OK, ouais. C'est comme sérieux, hein? Ouais. Mais j'imagine que dans ces réseaux d'esclavage-là, c'est pas les meilleures conditions de vie non plus. Non, ils s'occupent pas d'eux. C'est comme quand même de l'esclavage, là. Ouais, mais là, on parle de Libye, Europe, là, mais je pense que les États-Unis, c'est pas mal le plus grand pays qui reçoit de l'immigration illégale, si je me trompe pas, ça se peut-tu? Ben oui, d'ailleurs, les États-Unis reçoivent tellement d'immigration illégale, c'est fou. Il y a plein de migrants qui arrivent de l'Amérique du Sud, qui se rendent à la porte des États-Unis, qui font une demande d'asile, puis... Et puis il y en a beaucoup, hein, d'immigrants, là. Ça va par centaines, par... Ben, en fait, ça va par milliers. Oui, littéralement, il y en a jusqu'à 70 000 qui sont détenus dans des cages. Littéralement, c'est des centres. Puis quand que les immigrants arrivent à la frontière Mexique-États-Unis, on les amène dans ces camps-là, on les détient en cage. Cage, cellule, peu importe, ils ont pas de place. Ils sont des fois 900 personnes dans une cage conçue pour 125, là. C'est inimaginable. Mais semble qu'il y avait eu une augmentation de budget par rapport à ça, pour les installations, pour le personnel, quelque chose, ça a pas aidé? Ben oui, il y a 4,5 milliards qui vont être donnés pour aider ces conditions-là parce qu'il manque de personnel, il manque d'établissements. Donc, ce budget-là va servir à agrandir les établissements qui accueillent ces migrants-là, à obtenir plus de personnel, puis aussi à donner plus de repas et de meilleures conditions de vie aux enfants et adultes parce que des fois, il y a des bébés de moins d'1 an qui se ramassent avec des enfants de 7-8 ans qui ont à peine de nourriture pour se nourrir eux-mêmes parce que là-bas, les familles sont séparées. OK, c'est juste les enfants avec les enfants, puis mettons les parents ensemble? Oui, puis même les bébés sont séparés de leurs parents des fois. Moi, je trouve ça réellement cruel. Je trouve que c'est pas... Puis un enfant, ça doit pas être capable de s'occuper d'autres enfants, d'autres bébés comme ça. Puis, tu sais, veux pas, c'est un choc, là. Ils sont tous sous le choc, là. Ben oui. Ils sont tous désorientés. C'est un extrême choc pour ces enfants-là. Puis il y en a, les conditions sont tellement difficiles qu'il y en a souvent qui tombent malades. Les enfants beaucoup plus jeunes, il y en a qui vont décéder de ces maladies-là parce que quand t'es jeune, t'as pas beaucoup de système immunitaire. Donc, ils décèdent de ça. Puis, veux pas aussi, leur nourriture, là... Il y en a certains que c'est de l'avoine instantanée le matin, des nouilles instantanées le midi, puis un burrito décongelé le soir, là, avec un petit peu de biscuit puis un petit peu de jus. Tu peux pas être en bonne condition physique avec des repas aussi maigres que ça, là. C'est sûr que... Fait que c'est bien beau qu'ils vont arriver, mettons, à devenir comme des résidents, ben pas des résidents, des résidents des États-Unis, à immigrer aux États-Unis, mais dans le fond, ils vont pas avoir une bonne qualité de vie quand même, là. En 2019, il y en avait seulement 30 000 réfugiés qui étaient acceptés comme résidents permanents aux États-Unis sur les... Que eux, ils passaient pas dans les détentions, là. Non, ils passaient par les détentions. Ils étaient arrivés immigrants illégaux, ils ont fait leur détention, qui est supposée être de seulement quelques heures, mais à cause du manque de personnel, ça peut aller des fois à des semaines, des mois. Puis même à ça, il y en a seulement 30 000 sur les on sait pas trop combien qui ont fait une demande d'asile. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, depuis l'instauration de ce programme-là en 1980, c'est le seuil le plus bas qui a jamais été mis. Je pense qu'on doit ça au président des États-Unis. C'est notre cher Donald Trump, yes. Ouais. Donc, mais c'est pas pareil ici, hein? Non. C'est vraiment mieux. On a quand même de la misère, je crois, mais je pense qu'on gère un petit peu mieux, si je me trompe pas. Ben en fait, oui, on essaye de leur offrir un meilleur logement. On sépare pas les familles pour commencer. D'ailleurs, on essaie de les réunir quand il y a quelqu'un qui fait une demande d'asile pour voir sa famille. On essaie de les réunir, mais les réfugiés arrivent, on les loge, par exemple, dans des hôpitaux fermés. Pas dans des cages. Non, okay. Non, on veut pas faire ça. Puis, niveau taux d'immigration, par contre, c'est sûr qu'on en accueille pas beaucoup.
Les États-Unis en accueillent plus parce qu'ils sont encore un énorme pays, même si leur seuil est bas, mais nous, notre seuil est encore plus bas parce qu'on n'a pas nécessairement les infrastructures pour les accueillir. Ça va moins bien, mais sinon... C'est sûr, ça doit avoir des conséquences sur notre pays, ça. C'est comme... Je peux pas croire que... Ben, sur des conséquences sur les pays, comme sur les personnes qui émigrent, là. Ben oui, en fait, il y a des conséquences positives, des conséquences négatives, dépendamment de votre point de vue. C'est sûr que ça change. Par exemple, on va avoir plus de diversité ethnique, plusieurs religions qui vont se côtoyer dans une même ville, alors qu'avant, c'était par exemple toute la même. Mais ça peut créer des frictions, des tensions politiques, ça se peut-tu? Probablement. Mais en fait, on essaie vraiment que les immigrants soient bien intégrés, puis aussi dans la Charte des droits et libertés canadiennes, t'as un droit de religion. C'est sûr que si tu vas crier sur le Mont-Royal que les musulmans sont les rois de la planète et que les autres religions ont pas rapport et qui sont mauvaises, c'est sûr que ça va peut-être moins bien passer. Ouais, ben d'ailleurs, aux États-Unis, si je me trompe pas, il y avait eu un décret qui avait été refusé sur ça. Donald Trump qui avait parlé de quelque chose. Il avait banni des pays, c'est ça? Oui, Donald Trump, notre fameux président, avait fait un décret dans le dos de la Cour suprême. Donc, il avait banni l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Tous ces immigrants-là, tous les visiteurs même, pouvaient pas entrer aux États-Unis parce que c'était des pays majoritairement musulmans et c'était pour empêcher les terroristes musulmans d'entrer aux États-Unis. Il associait musulmans à terroristes, c'est ça? Encore là, ça cause la controverse. Il a dit sur Twitter que oui, et après, il a redit que c'était pas pour ça, qu'il y avait une quarantaine de pays musulmans qui avaient pas été ciblés, etc. Mais bon. C'est sûr que quand tu te sens pas le bienvenu non plus dans ton pays parce qu'il y a eu un décret contre ton pays, c'est sûr que tu dois pas non plus vouloir immigrer aux États-Unis. Non, c'est sûr, là, puis... Ça décourage. Ces gens-là, là, aussitôt que le décret a été émis, toutes les demandes de visa, toutes les demandes de carte verte ont été suspendues, puis les immigrants se sont fait littéralement arrêter aux aéroports. Ils se faisaient interroger par des policiers, etc. Il y a des avocats qui sont allés les rejoindre pour défendre leur cause, puis il y a plusieurs personnes qui voulaient partir de leur pays, qui étaient encore dans ces pays-là, qui voulaient prendre un avion pour se rendre aux États-Unis, qui ont été retenus là-bas pour pas qu'ils viennent. La Cour suprême des États-Unis qui a vu ça a fait ça se fait pas. Donc le décret a été enlevé pas longtemps après, mais une chance pour vrai, parce que je trouve ça a même pas de bon sens là, de bannir certains pays parce qu'ils sont musulmans contre une religion dans le fond. Je sais pas. Moi je trouve que ça a pas de bon sens. Là, on est en 2019. Le fait que des gens pensent encore comme ça là. Ben en fait, le président a justifié que c'est parce qu'il ne voulait pas de terroristes aux États-Unis, ce qui est complètement aberrant parce que les attentats terroristes qui ont été faits aux États-Unis dernièrement, ça a été fait par des citoyens des États-Unis. Donc c'est sûr que on pourrait dire aussi que au Canada, l'immigration se fait on accueille des réfugiés et on accueille des immigrants légaux. On a moins d'immigration illégale qu'aux États-Unis. Mais j'imagine qu'il y en a quand même là, comme dans tout là. Ben probablement. Puis pour le Canada, pour immigrer légalement, il faut d'abord que les immigrants fassent une demande de visa qui peut prendre jusqu'à 45 mois à être envoyés au Canada. Ensuite, ils passent par le traitement de leur demande. Puis, la plupart doivent faire une preuve du fait qu'ils sont réfugiés. Heureusement, lors de la crise des Syriens, cette preuve-là a été enlevée pour accélérer le processus parce que c'était... Une preuve? Fait que dans le fond, il faut que tu dises qu'il se passe telle chose, puis que... Oui. Même si t'as tout quitté... Même si t'as tout quitté, t'as plus de lien avec ton pays, il faut vraiment que tu prouves que ta vie était en danger là-bas, parce que sinon, après une certaine période, on peut te renvoyer dans ton pays. J'imagine que ça doit vraiment pas être facile là, de prouver ça. Là. T'as rien, t'as plus de ressources, t'as plus de repères, tu peux plus y retourner non plus. Là.
Tu viens de fuir ça, puis c'est sûr que tu n'as pas apporté rien. Comment tu peux prouver ça, même? Non, en fait, il faut être inscrit auprès de l'Agence des Nations Unies ou du gouvernement de la Turquie ou de ton pays comme quoi qui était vraiment en danger. Puis aussi, c'est sûr que si tu dis que si ton passeport vient d'un pays en guerre, le Canada comprend aussi que le pays est en guerre. C'est assez difficile pour les gens qui sont là-bas. Puis d'ailleurs, on accorde une priorité aux familles et enfants parce que pour les protéger là. Oui, mettons les hommes vont moins être facilement comme non, c'est ça, les hommes célibataires vont passer après les familles avec enfants parce qu'un enfant c'est jeune, c'est facile à traumatiser quand déjà c'est un processus difficile comme Héloïse le dit tantôt. On veut faciliter cet accès-là pour les familles. D'ailleurs, aussi, il y a un programme de parrainage. Donc, si tu as de la famille là-bas, la famille peut t'accueillir pour bien t'intégrer, etc. De la famille là-bas, ici, dans le fond? Oui, ben ici, là. Là-bas, ici. Ouais, au Canada, il y a un programme qui t'englobe, dans le fond, quand t'es réfugié, quand t'es immigrant. Oui, c'est ça. Les familles peuvent faire une demande de parrainage. La famille qui a fait la demande va pouvoir recevoir une famille immigrante pour l'aider non seulement à se trouver un emploi, mais à apprendre la langue, à se trouver un logement, etc. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais tous les Canadiens peuvent faire une demande. Mais tu sais, au Canada, il n'y a pas tant d'immigration illégale. On a beaucoup d'immigration légale, mais c'est pas du tout comme ça ailleurs dans le monde. D'ailleurs, plusieurs endroits où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'immigration illégale que légale. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, en 2017, il y avait une grosse crise à propos des Rohingyas. Les Rohingyas, dans le fond, c'est un peuple musulman qui vit au Myanmar. Myanmar, c'est pas ça que je voulais dire. Le Myanmar, avant, c'était appelé la Birmanie. Ils ont changé le nom. Mais d'ailleurs, le Myanmar, c'est pas un pays qui est majoritairement bouddhiste? Oui, dans le fond, exactement. C'est ça que c'est un pays d'Asie du Sud qui est 90% bouddhiste. Puis c'est ça qui crée la majorité des tensions. Le petit problème qu'il y a avec les Rohingyas, c'est que le reste de la population ont une différente culture. Donc, les Rohingyas sont musulmans. Depuis le 12e siècle, dans le fond, à peu près, sont au Myanmar depuis le 12e siècle. Leurs ancêtres, dans le fond, c'est des Chinois, des Arabes, puis des Indiens qui se sont installés ici avec leur culture, avec leur langue, avec leur religion. Mais ils sont toujours considérés comme apatrides parce qu'ils font pas partie des 135 ethnies répertoriées par la Birmanie. Donc, c'est vraiment un groupe qui a une culture à lui spécifique qu'il y a nulle part ailleurs dans le monde. Ouais, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est encore considéré aujourd'hui comme des migrants illégaux par les gouvernements du Myanmar. Donc, ils n'ont pas de droit ni d'appartenance au patrimoine vu qu'ils ont une culture puis une langue puis une religion différente. Puis la population aussi se mêle aussi un peu de ça, des tensions dans le fond qu'il y a, parce que la majorité se situe sous le seuil de la pauvreté, donc déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources, ils doivent les partager avec ces gens-là qui considèrent pas nécessairement comme les leurs, comme des personnes qui ont le droit d'être au Myanmar, tandis que c'est donc les Rohingyas sont installés au Myanmar depuis le 12e siècle et Exactement. Ils sont encore considérés comme des immigrants qui n'ont pas leur place au Myanmar. Par les gouvernements. Exactement. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ça a l'air qu'il y a des mesures qui sont imposées aux couples Rohingyas pour limiter le nombre d'enfants qu'ils peuvent avoir. Ça aurait l'air qu'il y a des enfants qui naissent qui n'ont pas le droit, qui n'obtiennent pas de certificat de naissance pour pas que les gens sachent qu'ils sont nés. Ouais, exactement. Et dans le fond, c'est ça que je disais tantôt. Il y a des gens, dans le fond, les Rohingyas, ils ont pas de droit. Donc, ils peuvent même pas voyager sans autorisation. Ils peuvent pas travailler en dehors de leur village. Il y a plusieurs injustices dans le genre aussi qui se font en dehors du pays. Puis, dans le fond, pour se révolter, en 2017, après plusieurs morts, de la constante discrimination depuis des années, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, ils ont décidé de se venger. Ils sont juste allés attaquer un poste de police qui en a résulté 12 policiers morts. Mais là, bien évidemment, l'armée du pays en tant que telle, du Myanmar, a pas aimé ça. Donc, s'est révoltée.
Puis, je sais pas si vous savez c'est quoi un nettoyage ethnique, mais dans le fond, ils ont brûlé plein de villages, ils ont exécuté plein de personnes qui n'avaient pas rien fait en tant que tel, mais qui étaient juste des Rohingyas. Puis, ils ont essayé de cacher ça un petit peu au restant du monde, au restant de la population, sauf que ça n'a pas passé inaperçu, c'est sûr. Puis, d'ailleurs, l'ONU a déclaré qu'il y avait au moins 400... non, désolée. Il y avait au moins 1000 morts qui étaient morts dus à cette pas extermination, mais nettoyage ethnique, dans le fond. Puis, après ça, il y a 400 000 Rohingyas qui ont décidé de fuir vers le Bangladesh à pied parce que c'était juste invivable. C'était pour leur survie. Il n'y avait pas d'autre option. Puis, il y en a certains qui sont allés justement au Bangladesh dans des camps de réfugiés. Puis, il y en a d'autres qui ont utilisé la mer pour aller jusqu'en Malaisie. Donc, dans le fond, c'était vraiment leur dernier recours. Donc, comme on disait tantôt, dans le fond, c'était des réfugiés maintenant. Puis, ça a toute cette grosse crise-là a mené à ce que Pékin retire son soutien complet au Myanmar parce que c'était beaucoup trop de violence pour eux, puis ça s'attachait pas à leurs valeurs. Il y a aussi beaucoup plus d'émigration des Rohingyas parce qu'ils n'ont pas le choix de quitter leur pays pour leur survie, comme je disais tantôt. Puis c'est d'ailleurs la plus grande exode de cette région-là depuis la guerre du Vietnam. Donc, c'est pas rien, là. C'est un déplacement de masse, là, comme on dit. Puis l'ONU a aussi mis de pression grâce au Royaume-Uni et la Suède qui ont travaillé d'arrache-pied pour que l'ONU mette pression sur le pays du Myanmar pour remédier à cette situation-là. Ils n'ont pas fait beaucoup de choses, sauf que maintenant, tout le monde est au courant de ça, puis ça n'a même pas de bon sens. Là. C'est quand même assez récent aussi. On dit souvent « Ah, ça n'existe plus dans le monde de nos jours, la violence comme ça se fait plus », mais quand on voit des choses comme ça, on comprend que non, le monde est encore comme avant, puis que ça arrive encore des choses comme ça. C'est triste. Ça me fait penser qu'on parle d'immigration illégale depuis tantôt, là. Mais on parle juste d'un type d'immigration illégale, comme quoi les immigrants, ils vont passer la frontière, puis ils vont s'établir là sans avoir du tout le droit. Mais ça arrive que parfois, il y ait le droit au début de passer la frontière, qu'il y ait le visa, puis tout, qu'il y ait eu que sa demande soit acceptée, puis qu'ils ne renouvellent pas le visa, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ils deviennent illégaux dans ce pays-là. Ils se cachent, puis dans le fond, ils deviennent illégaux, c'est vrai, ouais. C'est quand même dommage qu'au Canada, on n'en accepte pas plus, je trouve, des immigrants. Ben oui, tu sais, surtout avec le vieillissement de la population, là, il y a de plus en plus d'emplois vacants, puis à quel point les immigrants pourraient justement régler un de ces problèmes-là, tu sais, je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Il n'y a pas juste ça aussi, tu sais, on le disait tantôt, les réfugiés, c'est leur dernier recours. Ils ont besoin d'une nouvelle maison. Puis je pense que c'est un acte de charité vraiment d'accueillir quelqu'un comme ça dans son pays, de l'aider. Puis, tu sais, on parle d'un monde meilleur, etc., mais je pense qu'un monde meilleur, ça commence par une bonne action. Puis accueillir un réfugié comme ça, c'est une bonne action. Oui, exactement. Mais là, les filles, je m'excuse, là, mais la cloche vient de sonner. Là, il faut que je retourne dans mon cours de monde. Là. On se refera ça, là, mais il faut que j'y aille. OK. Bye. 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 Le monde selon Soulanges. La radio ESS 137.